Bonsoir à tous, bienvenue dans NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité de la semaine. Et cette semaine a été très dense en informations. On a eu hier l'élection de la présidence de la FIF et Yacine Idriss Diallo est le vainqueur de cette élection. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé devant le Congrès le mardi. C'est un sujet que nous allons aborder. Nous parlerons également du gouvernement Patrick Hachi II et de l'élection présidentielle en France. Emmanuel Macron a été réélu avec 58,2% des suffrages exprimés. Alors, pour aborder cette première partie d'émission, je reçois Maître Abbé Adou Simon. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de normalisation. Oui. Et ce soir, vous représentez Mariam Daouda-Bala, qui était notre invitée au départ, qu'on devait avoir en ligne, mais qui finalement s'est fait représenter par vous. Oui, elle n'a pas pu venir parce qu'elle était comme tous les autres, très fatiguée. On a travaillé donc d'arrache-pied depuis que nous sommes arrivés à Yamoussoukro. Et vendredi soir et samedi matin, juste avant l'élection, c'est vrai qu'on était encore à l'œuvre. Voilà, donc on est assez épuisés. Et j'ai pris sur moi donc de venir directement ici, vous voir, pour vous relater un petit peu ce qui s'est passé, surtout le vendredi. Je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, nous sommes ravis de votre présence. Aimé Gueye, juste à côté de vous, vous êtes journaliste sportif. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Aimé. Oui, bonsoir. Ce week-end électoral. Oui, ça a été mouvementé, mais toujours passionné par notre travail qu'on fait. Je pense qu'on a pris beaucoup d'informations pour nous autres qui sommes dans les radios, pour nos auditeurs, et puis bien sûr pour NCI, où on est, chaque fois quand on est invité, c'est un plaisir pour nous. On avait à peu près combien de journalistes à Yamoussoukro? Ils sont venus de partout. Personne ne voulait se faire rencontrer ces élections-ci qui ne ressemblaient pas aux autres élections. On va en parler tout à l'heure. Ils sont venus de France, ils sont venus du Cameroun, ils sont venus du Mali, ils sont venus de partout pour assister à ces élections qui étaient historiques. Comme autre invité, Salif Yalikwe de la rédaction de NCI, envoyé spécial à Yamoussoukro pour le compte de la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir Salif Yalikwe et merci d'être avec nous. C'était comment à Yamoussoukro? Tout s'est bien passé, comme Aimé l'avait dit et Maître Simon. Le vendredi un peu chaud, avec beaucoup de rumeurs. Le samedi, une élection qui s'est déroulée dans l'ensemble parfaitement. Et au finish, Yacine Idriss Diallo a été déclaré vainqueur. Et on reviendra sur cela. Anod Dakouri, bonsoir, journaliste sportif. Bonsoir Evelyne. Merci d'être là. Merci également à vous. Et André Sylvain Conan. Merci André d'être là. Bonsoir Evelyne. C'était comment ce week-end électoral? C'est la même question que je vous pose à tous. Pas comme toutes les autres élections. Pour le patron de presse que j'étais, qui avait des envoyés spéciaux, on était, si vous voulez, au desk et on a suivi cela de très près avec les nouvelles donnes qui sont les réseaux sociaux. Il faut trier les bonnes informations et les nouvelles fausses qui circulaient. Mais c'était très intéressant, d'autant que je suis très passionné par tout ce qui est transparence électorale. Merci pour donc, ces réponses. Je vous propose donc de faire le récap de cette élection, on ne le dira pas assez, qui a cristallisé toutes les attentions et on en reparle juste après. Yacine Idriss Diallo a été élu samedi soir à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, président de la Fédération ivoirienne de football, avec 63 voix contre 61 pour son challenger Sori Diabaté au second tour de cette élection. Au premier tour, le tout nouveau président de la Maison de Verre de Trècheville avait obtenu 59 voix contre 50 pour Sori Diabaté. Dès que les choses seront mises en place, je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller voir mes anciens adversaires, qui sont des frères avec des compétences avérées dans le domaine du football, pour leur demander de nous accompagner dans la relance des activités du football ivoirien. La normalisation est actuellement encore en place. Nous allons effectuer une passation de services dans les meilleurs délais. Une fois que cela sera fait, nous allons rencontrer les autorités de tutelle. Nous allons nous attaquer aux différents chantiers.
Donc, nos idées sont bien claires là-dessus et vous aurez de très, très, très belles surprises. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Tebili Drogba, la grosse attraction de ce scrutin quant à lui, a été éliminé au premier tour où il a récolté 21 voix. Les vaincus pour leur part ont salué le nouveau locataire de la FIF. L'intérêt doit demeurer le développement du football. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de féliciter les vainqueurs. Et je souhaite pour le football ivoirien des lendemains meilleurs, que tous les projets qui ont été annoncés puissent être réalisés pour le bonheur de notre football. Vous avez assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat. L'élection initialement prévue en septembre 2020 a été suspendue avec la désignation du comité de normalisation de la FIF par la FIFA, après des dissensions entre acteurs du football. Alors, je vais commencer avec vous, les journalistes. Vous avez couvert cette élection, vous avez récolté beaucoup d'informations. J'ai envie de dire, vous avez tout vu. Est-ce que pour vous, cette élection était transparente, Aimé Gueye? À plus d'un titre, hein. Mais bien avant, je voudrais ici et maintenant rendre un vibrant hommage au CONOFIF, il faut le dire. D'accord. Le CONOFIF, la plupart des membres donc, du CONOFIF venaient sur un terrain qu'ils ne savaient pas, à part Maître Abbé qui est avec moi, qui a joué un peu au foot au niveau de l'USC Bassam. Les autres ne connaissaient pas l'environnement, le paysage du football ivoirien. C'était un terrain inconnu. Un terrain inconnu, un terrain difficile, un terrain passionné. Au départ, il leur a été donc indiqué 3 missions. La première mission, c'était d'évacuer les affaires courantes en faisant rouler le ballon en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait en 2 ans. Okay. La première année, c'était difficile parce qu'il y avait le Covid. Ils ont fait un championnat un peu tronqué, mais toujours au sortir de ce championnat, il y a eu un vainqueur, la SEC Mimosa. La seconde année, c'était un championnat normal avec 14 équipes. Ensuite, leur deuxième mission, c'était de mettre les tests de la FIFA aux standards internationaux, à l'image donc des tests de la FIFA. Ils l'ont réussi. Et la dernière mission, c'est donc d'organiser les élections. Ça a été transparent à plus d'un titre. Donc, dans un premier temps, je veux leur rendre hommage. Oui, les élections étaient transparentes. Oui, la démocratie a eu droit de citer le week-end dernier à Yamoussoukro. André-Sylvain Conan, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Oui, absolument. Moi, j'étais de ceux qui militaient pour que ces élections soient ouvertes et donc transparentes. Et donc, évidemment, j'adhère donc à cette issue qui, pour moi, respecte un principe qui est très simple, qui est le respect des suffrages des électeurs. Et voilà. Au cours du débat, on parlera de nos sentiments. Maintenant, si vous voulez, j'en parle en même temps. Non, on va laisser la parole à Nod. D'accord. Evelyne, on a tous remarqué que à la fin du processus électoral, les vaincus ont félicité les vainqueurs. Ça prouve que les choses se sont bien passées. Ça prouve que le CONOR a bien travaillé. Heureusement pour nous tous, parce qu'il y a eu beaucoup de tensions. Le processus a été très long. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Et puis, au finish, tout le monde est soulagé. On a un président du CONOR, un nouveau président de la FIF, avec lequel il faudra travailler, autour duquel on doit se mettre ensemble. Salif Yalikwe, cette élection. Oui, elle a été transparente. À la suite d'Aimé Gueye, je tiens encore à féliciter le comité de normalisation. Ce n'était pas facile, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de passion autour de cette élection. Et au finish, tout s'est bien passé. Tout a été transparent. Arnaud Dakourou l'a dit. Tous les candidats, les 2 candidats qui ont perdu ont salué le processus, ont salué. Et ils sont tous restés jusqu'à la fin du processus. C'était important. Maître Abbé, j'ai envie de dire comment se sent le CONOR ce soir, sinon au soir même de l'élection, quand on sait qu'on a connu beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Votre sentiment? En tout cas, depuis samedi soir, juste après la proclamation du résultat, on était soulagés parce que c'était très stressant. C'était tendu. Et nous avons dû mettre de nous-mêmes pour que tout aille bien. Parce que la veille, c'était assez dur. C'était lourd. On a été informés donc, du fait que les élections n'auraient pas eu lieu. Donc, pourtant, c'est nous qui l'organisions, mais on ne le savait pas. On a été informés par les autorités que ces élections n'auraient pas eu lieu. Bon, on a cherché à savoir un petit peu. Il y a eu une fuite. Voilà. Et du coup, donc, pour nous, cette élection devait avoir lieu parce qu'il fallait que le 23 avril, le samedi 23 avril, il fallait qu'on ait un président de la Fédération ivoirienne de football.
Parce qu'un pays qui est sous normalisation, un pays dont la fédération est sous normalisation n'est pas une bonne chose. C'est pas bien. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes en ce qui concerne les dirigeants donc, de cette fédération. Donc, ce n'est pas une belle image et une bonne image à laisser. Donc, il fallait à tout prix aboutir pour que notre football reparte du bon pied et que tous les acteurs du football se remettent ensemble pour le bien du pays. Avant donc de donner la parole à André-Sylvain Conan qui veut réagir à ce que vous venez de dire, je veux juste rappeler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'appeler. Le numéro va s'afficher. Vous pouvez appeler pour donner votre avis ou même poser une question. André-Sylvain Conan. Oui, tout à l'heure, Maître, vous avez dit que les autorités vous ont informé. Quelles sont ces autorités qui vous ont informé et quels étaient les arguments qui ont présidé donc à leur volonté de faire reporter l'élection? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez dit qu'il y a eu fuite. Cela veut dire qu'il y avait une information préalable. Quelle était cette information? Voilà, justement, je vais vous expliquer. C'est un peu le but, parce qu'il faut maintenant donc, éclaircir un peu la situation de ce vendredi soir. Tout à fait. Voilà, donc comme vous le savez, nous avions des invités, la FIFA et la CAF, qui étaient là. Donc nous avons eu une séance de travail avec ces deux fêtières. Et les personnes qui étaient là nous ont informés, comme vous avez dû l'apprendre concernant le contrôle de moralité, donc l'intégrité check. Voilà. Donc nous avons été informés qu'on pourrait avoir le même soir les résultats de cette enquête. Excusez-moi, par les responsables de la FIFA? Les responsables de la FIFA. Et est-ce que ça a été le cas finalement? Parce que Oui, ça a été le cas. J'en viens, je vais vous le dire. Donc, c'est un peu comme je vous dis, c'est un peu le but de dire un peu les choses pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc, nous sommes informés que les résultats pourraient intervenir le soir. Donc, nous avons eu une séance de travail avec la FIFA et la CAF pendant plus de 2 heures. Nous avons discuté pour leur dire que c'était un peu malvenu. Donc, de proclamer des résultats donc, concernant cette intégrité check la veille des élections. On leur a dit que ça allait provoquer d'énormes remous et que ce ne serait pas une bonne chose et tout. Ça, c'était en début d'après-midi. Nous avons discuté avec eux, ça n'a pas été le cas. Donc, ils ont proposé de rencontrer les 3 têtes de liste. Voilà, parce qu'il s'agissait donc de ces personnes. Les 3 têtes de liste ont été convoquées donc rapide. Heureusement qu'ils étaient là. D'accord. Donc, ils ont été informés de la situation, que les résultats des tests pourraient intervenir le soir, donc jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, ça pouvait toujours intervenir. Donc, là-dessus, évidemment, quand vous pouvez le penser, les 3 candidats n'étaient pas contents donc, de la manière dont les choses se sont créées. Donc, il y a eu des discussions et à un moment donné, il fallait que nous ayons donc, ces rapports pour savoir de quoi il s'agit réellement, pour prendre une décision. Mais nous avions déjà notre position, donc la décision que nous devions prendre, nous l'avions déjà. Donc, il fallait qu'on sache ce qui se passe réellement. Donc, nous avons demandé aux 3 têtes de liste de nous laisser quelques instants, de sortir. Voilà. Et dès qu'ils sont sortis, quelques minutes plus tard, il y a eu des téléphones pour demander ce qui se passait et tout ça, que les élections, on aurait éliminé donc 1 voire 2 candidats et tout ça. Nous, on était dans la salle, personne n'était sorti, à part les 3. Bon. Donc là-dessus, on a discuté, on s'est dit, on va mettre balle à terre et puis quand même voir ce rapport, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut qu'on lise ce rapport qui était en anglais, donc heureusement que tout le monde sait lire l'anglais. Donc on a regardé et pour nous, il n'y avait pas matière à exclure un candidat. D'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu reporter? Non, jamais. Okay. Pour nous, le samedi 23 avril était le jour désigné pour faire ces élections. Okay. Nous n'avions jamais imaginé reporter. Nous aurions fait donc cette élection.
D'accord, on va peut-être avancer. On va peut-être avancer dans le, Oui. dans Il le a dit sujet quelque pour ne chose, pas je pense quand même rester sur cette partie-là. On aimerait quand même avoir le sentiment des journalistes qui ont été invités ici sur les résultats de cette élection, notamment peut-être les points faibles ou les points qui ont milité en faveur ou en défaveur d'un candidat. Je vais commencer par vous, Aimé Gueye. Oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que c'était des élections historiques. Parce que depuis 1960, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, chaque 4 ans, on organise des élections à la Fédération ivoirienne de football. Mais jamais une élection n'a polarisé autant d'attention de la part de la population ivoirienne. Deuxième chose, ces élections ont mis aux prises un système et puis un programme. Je m'explique. Okay. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, on a eu affaire à des personnes du même sérail qui ont dirigé et gouverné le football ivoirien. Quand vous prenez Dieng Ousseynou, paix à son âme, quand vous prenez Jacques Anouma, quand vous prenez Sidi Diallo, quand vous prenez, voilà, ce sont des personnes qui se connaissent depuis pratiquement 20 ans, 25 ans, qui sont dans un sérail. Et c'est donc ce système dont sont issus Idriss Diallo et M. Sori Diabaté qui étaient en face d'un programme, le programme et l'espoir que constituait Didier Drogba. Mais ce n'est pas facile de déboulonner un système comme ça. Ce n'est pas facile. Il faut avoir assez de force. Donc, c'est ces 2 blocs-là qu'on avait à faire samedi dernier. Et au final, vous dites qu'il faut avoir assez de force, vous parlez de Didier Drogba. Il faut avoir assez de force, il faut avoir des méthodes. Quand on sait qu'il n'a pas gagné l'élection, justement, j'en arrive là. D'accord. Il faut avoir une bonne méthode, il faut avoir des stratégies. Malheureusement, dans son cas, il y a eu des défaillances, il y a eu des failles, et ça jouait donc à sa défaveur. Vous êtes en train de dire que Didier Drogba n'avait pas assez de force, n'avait pas de stratégie. Je veux bien comprendre. Pas qu'il n'avait pas assez de force. D'accord. Mais c'est au niveau des méthodes d'approche. Parce que vous savez que les élections, et surtout ces genres d'élections, c'est des rapports sociaux. À ce niveau, il a fauté un peu. C'est des rapports sociaux. C'est une interactivité. Et les 2 autres candidats, est-ce qu'ils n'avaient pas de programme? Ils avaient un programme. Yacine Idriss Diallo, depuis 2 ans, et c'est sur le terrain, autant pour Sori Diabaté, qui se sont battus, qui ont fait une campagne de proximité, et leurs électeurs leur ont été fidèles. La preuve, c'est senti dans les urnes, et Yacine Idriss Diallo a été un beau vainqueur. D'accord. Je sens beaucoup de réactions de ce côté-là. Donc, Arnold et ensuite Salif. Oui, ce qu'on a remarqué dans ces élections, s'agissant tout d'abord du candidat Yacine Idriss Diallo, on a tous vu qu'il a une domination sur la Ligue 1. Il s'en est sorti dès le premier tour avec 9 clubs sur 14, quand on sait l'impact qu'ont ces clubs-là, puisque chaque club de Ligue 1 compte 3 voix. Ça veut dire, ça montre déjà qu'il a longtemps préparé cette élection. C'est un homme d'expérience, il a une longue carrière de dirigeant. Pour vous, c'est un résultat, il n'y a pas de surprise dans les résultats? Vous n'êtes pas surpris par le... c'est la logique qui a été respectée. Yacine Idriss Diallo était le favori de ces élections, contrairement aux apparences qui laissaient croire que Didier Drogba était le favori. Idriss Diallo ou Didier Drogba? Oui, parce que c'est Idriss Diallo qui était le favori. Et Didier Drogba, Didier Drogba, il était en quelque sorte le troupe fait qui allait venir bousculer les choses. Le troupe fait, c'est quand même un peu fort. Oui. C'est un candidat, il avait le droit de se présenter. Oui, il avait tout naturellement le droit de se présenter, mais dans toute compétition, il y a un favori, il y a un outsider et il y a un troupe fait. Ce qui n'a pas milité en faveur de Didier Drogba, il n'a pas eu la maîtrise d'un certain nombre de paramètres. Il parlait tout à l'heure de la sociologie électorale qui a fait défaut à Didier Drogba. Il y a aussi un problème de cible. Vers qui il a mené sa campagne? Est-ce qu'il a fait suffisamment de proximité avec les électeurs? On n'a pas vu durant sa campagne cette adhésion massive des présidents de clubs autour de lui durant cette campagne. Et puis, on va peut-être citer un autre facteur qui a joué contre lui. Il a été finalement la victime de la guéguerre entre l'ex-COMEX, l'ex-comité exécutif, et puis le GX, puisque ce sont ces 2 gros blocs-là qui s'affrontaient. Didier, il est venu pour bousculer les choses, mais ça a été difficile pour lui. D'accord, merci. Je note bien cet avis et je veux juste préciser que la défaite de Didier Drogba n'est pas le sujet de le thème de notre émission de ce soir. Salif Yalekwe, votre sentiment sur les résultats, notamment de cette élection? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Je pense qu'il n'y a pas eu de grosse surprise. Il est clair que cette élection a intéressé tout le monde parce qu'il y avait un candidat très populaire, un ancien international, Didier Drogba, qui est bien aimé. Mais comme il a parlé de cible,
Effectivement, la cible, c'était des présidents de clubs qui votaient, c'était des groupements d'intérêts, ce n'était pas la population. Il y avait beaucoup d'engouement autour de cette élection, mais au final, je pense que la logique a été respectée. André-Sylvain Conon, je précise, vous avez la possibilité d'appeler, de réagir, de poser des questions, de donner votre avis sur le sujet. Moi, je vois trois choses. Lesquelles? La première, c'est donc cette conscience nationale qui est née à la faveur de cette élection. On a vu donc des personnes qui adhéraient au programme de Idriss Diallo ou bien de Sori Diabaté, qui pouvaient bien être de Nia Prayo, comme de Thiemé ou de Sankadiokro. Et donc, on n'a pas vu cette prédominance, si vous voulez, tribale, qui souvent empoisonne la vie politique, sociale en Côte d'Ivoire. On n'a non plus pas vu cette présence de la politique au cours de cette campagne. Bien sûr, il y a quelques tiraillements politiques, mais on n'a pas vu cela. De sorte que vous voyez peut-être souvent des militants du RHDP qui soutenaient Didier Drogba, des militants du PDCI qui soutenaient autant Idriss Diallo. Donc, cette conscience nationale, moi, m'a vraiment impressionné. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est le principe du respect du suffrage. Idriss Diallo a gagné, il faut respecter sa victoire. Et la troisième chose, pour moi, c'est la défaite de Didier Drogba. Mais au-delà de ce que les uns et les autres disent, moi, j'ai toute une autre lecture. Laquelle? Ma lecture tourne autour de ce postulat. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour le football ivoirien? Et cela m'amène à prendre une image qui est celle de la presse, le milieu que je connais le plus. Vous voyez, dans notre milieu, qui est la presse, il y a des journalistes qui créent des journaux et ce n'est pas forcément pour être le meilleur journal de la place. Il y a des journaux qui se créent pour soutenir des combats politiques. Et donc, on s'éloigne un peu du sujet, André. Est-ce qu'on peut revenir rapidement? Je prends l'image pour qu'on comprenne bien. D'accord. On crée donc ces entreprises de presse pour mener des combats, pour soutenir des personnes. Je pense que c'est exactement cela qui se passe dans les milieux du sport. De sorte que, vous avez écouté Ricardo Zama, il dit qu'il n'y a pas de club, mais des équipes. Bien sûr, la SEC a dit qu'il était un club. Combien de dirigeants de clubs en Côte d'Ivoire sont capables de dire « Oui, nous avons créé ce club pour être professionnels, pour aller sur le continent africain, pour dominer les championnats internationaux. » C'est ça, je pense. OK. Merci, merci André. Moi, j'aimerais revenir notamment sur les résultats de cette élection et notamment sur un petit communiqué qu'on a reçu qui était signé Mariam Daougabala et vous allez nous éclairer, maître. Les résultats du scrutin seront des résultats provisoires qui seront confirmés par la FIFA et la CAF en fonction de l'enquête d'intégrité et en cas de victoire sur le gagnant est incriminé dans l'enquête, le vote est annulé et les élections reprendront sans lui. Est-ce que vous confirmez, est-ce qu'on peut arriver dans le cas où... Disons qu'en fait, c'est ce qui avait été prévu. OK. Et pour faciliter les choses, donc, nous avions demandé à la FIFA, compte tenu du peu de temps que nous avions pour mener cette enquête de moralité, nous avions demandé à la FIFA donc, de mandater des experts, donc une société donc, internationale compétente dans ce domaine, de mener à bien cette enquête. Et il s'est avéré que l'enquête portait uniquement sur les 3 candidats. Donc, c'est ce qui était assez rapide. C'est pour ça que nous avions eu ces résultats le vendredi soir. Donc l'enquête est terminée. Donc, l'enquête est terminée. Bon, une suite, je ne sais pas, mais ça, c'est à la FIFA de voir. Mais pour nous, comme je le disais tantôt, le rapport que nous avions eu n'avait pas d'éléments, donc de notre point de vue, à demander à un candidat de se retirer. Donc cela confirmait notre position que nous avions. Hein. Et nous avons discuté avec la FIFA et tout le monde s'est mis d'accord pour que les 3 candidats puissent y aller. Mais comme je vous disais, il y avait donc une fuite, ce qui a créé tout ce brouhaha, à un moment donné, à Yamoussoukro, même ici, aussi. Donc,
quelqu'un est allé dire que nous avions mis Sori Diabaté et Idriss Diallo, voire Drogba, ou en tout cas, l'un ou deux de ces candidats étaient disqualifiés. Nous, Que dit le rapport? Le rapport fait une enquête, tout simplement, donc de personnes, mais nous n'avons trouvé aucun élément qui puisse, du point de vue juridique... Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient amener la FIFA et la CAF à annuler cette élection? Parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Disons au vu de l'enquête que nous avions le vendredi, des résultats donc, de cette enquête que nous avions le vendredi, pour nous, il n'y avait pas matière, parce qu'il fallait qu'on prenne une décision. OK. Il fallait prendre une décision, quel que soit le contenu donc, des rapports, il fallait prendre une décision pour nous-mêmes. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avions pas trouvé donc, de matière, d'éléments accusateurs du point de vue des statuts pour dire que telle personne ne pouvait pas se présenter. Evelyne, Très bien, je vais donner la parole. On a un téléspectateur en ligne, on va le prendre et on vous donne la parole tout à l'heure. On a Cheikh Camara qui nous appelle d'Abobo et qui aimerait donner son avis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci de nous appeler. Quel est votre avis sur le sujet? Mon avis est très simple. Je voudrais saluer le comité de normalisation. Vraiment, il a fait un travail formidable parce qu'à un certain moment, nous avons tous commencé à douter d'eux, mais ils ont tenu bon, ils ont reçu leur mission. Et la mission, c'était pour que la Côte d'Ivoire ait un président de fédération de football. Maintenant, concernant l'élection même, il faut dire que vraiment il faut saluer la maturité du monde sportif ivoirien. Parce que tous les trois candidats ont postulé dans une certaine courtoisie, dans une certaine élégance. Il n'y a pas eu d'animosité entre les candidats et la logique a été respectée. Il y a un de vos consultants qui a dit tout à l'heure, parce que les parkings étaient déjà partagés même avant l'élection. Après l'élection de la commission, les membres de la commission, vraiment tout Ivoirien qui s'intéressait au football savait que les dés étaient déjà lancés parce que chaque candidat était déjà avec son candidat au niveau de la commission, donc c'était déjà clair. Mais il faut reconnaître que nous sommes tous des Ivoiriens et nous sommes heureux de l'issue de cette élection. Vraiment, nous félicitons le monde sportif et surtout le CONOR et la présidente, Mme Daou Gabala. Parce que c'est ce qu'on souhaitait, avoir un président. Et puis, bon, les choses, le reste va venir. Merci. Vraiment, nous sommes très heureux. Merci, on vous a bien compris. Salif Yalekwe, ensuite André. Oui, moi, je voulais juste demander, Oui. je veux que M. Maître Abbé soit clair là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur le président Yassine Idriss Diallo par rapport à l'enquête d'intégrité? Merci. Qu'il éclaircisse la question. Autrement Hier, dit, est-ce lui-même, que il a- votre rapport l'incrimine? Voilà. Non, mais c'est ce que je vous ai dit. Le rapport que nous avions le vendredi n'incrimine personne des trois. Salif. Acté. Ah oui, c'était là ma question, La puisque même question, le ok. président Idriss Diallo avait dit hier que cette question était dépassée. Et comme il y a eu des raison, réunions, on voulait savoir exactement... Donc, je vous dis, selon le rapport que nous avions, donc pour nous, il n'y avait aucun élément donc, qui Mais permettait... qu'est-ce qui a fait aussi tant peur donc, dans ce cas? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que quand nous avons demandé donc, aux trois candidats de sortir, il a dû avoir quelque chose et qui a alarmé, une fuite qui a alarmé un peu tout le monde. Je vous dis, il y avait, la police avait investi l'hôtel, voilà, partout, il y avait du monde et nous, on ne savait même pas. On est venu nous informer, après, on a reçu tout plein de monde. J'ai une petite question. Laquelle rapidement? Je suis quand même curieux de savoir pourquoi est-ce que vous avez acté ce programme alors qu'il était loisible, c'est vous-même qui avez choisi les dates, il était loisible pour le CONOR de proposer une date, une élection après justement l'enquête. Non, le problème, c'est que nous, si vous avez bien suivi les journaux, on nous taxait de vouloir rester encore plus longtemps. Vous avez bien suivi, alors que ce n'était pas le cas pour nous. Bon, on n'avait pas à répondre à toutes ces attaques. On a laissé courir. On nous disait à chaque fois, tous les matins, quand on regardait les journaux, on lisait sur les réseaux publics, ben oui, ils font tout pour pouvoir rester. Et c'était comme ça tout le temps. Et nous, C'était pas le cas? ça n'a jamais été le cas. Ok. Nous avions un mandat. Et même si nous le voulions, nous avions un mandat.
Et ce mandat était donné par la FIFA. Donc, on ne peut pas délibérément modifier les choses à notre guise. C'est impossible. Et puis, la plupart, nous sommes, au sein de ce groupe, nous sommes 3 juristes. Donc, vous imaginez bien, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter le contenu d'un mandat, c'est qu'il y a vraiment problème. Alors moi, ma question, ce sera sur les audits. On a suivi la conférence de presse, on a suivi tout ce qui a été dénoncé, on a un président. Quelle sera la suite quelle suite sera donnée à ces différents... Et ça, je ne peux pas vous dire. Les audits sont partis aux personnes intéressées. La suite, nous, on ne peut pas vous le dire. Je ne sais pas. Ce qui va se passer, ça, c'est... voilà. Ça dépendra de l'État, de la FIFA, de la CAF, des présidents de club. C'est eux les premiers intéressés. Donc, voilà. Vous voyez. André? Concernant ces audits, maître, j'ai devant moi ici l'audit de l'inspection générale d'État sur la gestion 2002 à 2018. 16 ans de pillage. Ah ça, je ne peux pas vous dire, je sais pas là. Moi, je l'ai et je sais que le CONOR, là, je sais que le président de la République, là, je sais que le ministère des Sports, là. Mais pourquoi est-ce que personne ne veut éventer les résultats de ces audits? Et vous-même, CONOR, il y a eu un audit que la FIFA vous avait commandé et dont les résultats vous ont été remis. Oui, mais nous les avons remis. Mais pourquoi vous les cachez? Non, on ne les cache pas, on a remis au club. Les premiers intéressés, ce sont les présidents, ce sont les clubs. C'est eux, les premiers, membres actifs. Donc, c'est eux, ils sont au courant donc, de ces rapports. Donc, ils le sont. Et le grand public n'a pas le droit de savoir? Non, puisque c'est quand même c'est privé, c'est la vie des gens. On ne peut pas exposer comme ça aux yeux de tout le monde. La vie des gens, c'est dangereux. OK, merci. On va permettre à un téléspectateur de réagir. Monsieur Hatsien Aboua, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur. Quel est votre avis? Bonsoir, madame. Effectivement, nous suivons depuis ce débat, depuis le week-end même, le monde sportif de manière générale. Voilà, étant présent ici, en tout cas, on a vécu avec beaucoup de passion dans cette élection. Je tiens ici notamment à féliciter le candidat qui vient des élections, un public qui est un autre candidat que nous souhaiterons, c'est Didier Delbois. Avant, je voulais dire que c'est un peu un sport pour nous réunir. Mais à travers cette élection, ma crainte, c'est que ça ne puisse générer des conflits. Parce que, évidemment, à prendre le président du CONOR qui est sur le plateau, il faudrait encore jouer. On peut, du jour au lendemain, être frappé, une intention venant de la CAF, de la FIFA, et qui va remettre encore cette élection. Non, c'est pas ce qu'il a dit. OK. On entend très mal. Non. On vous entend très mal, mais sinon, ce n'est pas ce qu'il a dit. Maître Abbé, si vous avez bien compris ce qu'il a dit. Je n'ai pas saisi sa question. Il semblait dire que vous avez dit dans votre intervention qu'à tout moment, la FIFA ou la CAF pouvait venir invalider cette élection. Mais je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Moi, j'ai juste une dernière question pour nous permettre de refermer cette première partie. C'est avec cette élection, est-ce que nous sommes à la fin? Est-ce que cette élection met fin à la crise qu'on a connue? Ou c'est un début de fin? Je pense que c'est une fin. Maintenant, il appartiendra donc au nouveau président, à M. Idriss Diallo, donc de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que ce début donc, de prise donc, de pouvoir par rapport à la FIFA puisse continuer en associant, comme il a dit lui-même hier, comme il a dit, associer donc ces ex-belligérants donc pour que le football ivoirien puisse repartir. En fait, c'est l'objectif qui doit être visé par tout le monde, de tout faire pour que notre football redevienne comme il y a autant jadis, pas très loin, mais peut-être 40, 45 comme cela, où le football suscitait un engouement pour tout le monde. Pour aller voir un match, on était très contents. Voilà. Il faut que cela revienne. Merci en tout cas pour toutes ces clarifications. Ebé Gueye. Oui, moi je voulais, par rapport à la question, je voulais juste dire qu'il est heureux qu'on soit sorti de façon démocratique dans ce processus électoral-là
Mais en même temps, pendant longtemps, on a personnalisé donc les débats au niveau de la Fédération ivoirienne de football. J'en veux vous preuve. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu, ceux qui composent la plupart des soutiens du président brillamment élu, ce sont les anciennes personnes qui ont composé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière le GX. Le GX qui était farouchement opposé à l'ancien président feu, le président Sidi Diallo. Ce sont ces anciens membres du GX-là qui sont aujourd'hui nombreux derrière Idriss Diallo. Et en même temps, Sori Diabaté, qui s'est battu jusqu'au bout parce qu'il a été battu au 2e tour de 2 petites voix. Sori Diabaté aussi, il a un soutien, il a beaucoup de clubs qui disent est-ce que ce ne serait pas le retour de l'arroseur arroseux? Il ne le souhaite pas. Merci, Aimé. Comme le slogan du président Yacine Dizdoré, c'est de rassembler. Je souhaite tout simplement qu'il récolte les tissus déchirés. D'accord. Salif Yalikoué. Je pense que le président lui-même dit qu'il va rencontrer, après la passation des charges, ses ex-adversaires. Il va rassembler. Mais est-ce que pour vous, on est à la fin de la crise? Oui, pour moi, ça sera la fin de la crise. S'il arrive à convaincre ses ex-adversaires, je pense qu'ils pourront parler d'une même voix pour le développement du football. N'oublions pas que l'objectif immédiat, c'est la CAN de 2023 qui pointe à l'horizon. Alain Dakonri. Pour le moment, nous sommes à la fin de ce processus, donc à la fin de la crise. Mais il y a 2 chantiers qui s'ouvrent. On a parlé tout à l'heure du rassemblement. Mais l'autre chantier, c'est de réconcilier le football ivoirien avec ses spectateurs. On attend que dans les jours qui viennent, il y ait l'engouement pour qu'on retrouve les supporters dans les stades de façon massive, comme par le passé. En tout cas, c'est notre souhait. André Sylvain Kono. Moi, je suis tout simplement ulcéré par ces audits qu'on fait, dont on ne voit jamais les résultats. Pour vous, ce n'est pas la fin? Non, point du tout. C'est la consécration de l'impunité. Et ça me désole. C'est votre avis et on le respecte. Merci en tout cas, Maître Abbé, d'être venu et à tous les journalistes sportifs. On poursuit donc cette émission avec le 2e sujet. Le président de la République s'est adressé au Congrès. Il a fait l'état de la nation. Je vous propose donc ce reportage de la rédaction de NCI. On en parle juste après avec les invités qui vont s'installer après. Le président de la République Alassane Ouattara, face au Parlement, réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, a fait une sorte de bilan à mi-parcours lors de son adresse sur l'état de la nation. Le chef de l'État a évoqué un climat sécuritaire sous contrôle. Au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. La gestion de la crise sanitaire de Covid-19 a été largement mentionnée. Sa rencontre avec les parlementaires en 2021 n'avait pas pu se tenir justement à cause des restrictions liées à la crise de Covid. Le monde a été bouleversé par la survenue de la pandémie à coronavirus 19. Depuis la fin de l'année 2019, la Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif de l'économie d'environ 2% en 2020. En 2021, nous estimons le taux de croissance économique à 7,4%. La cherté de la vie n'a pas manqué à la liste des sujets de préoccupation. Après avoir énuméré les actions ponctuelles du gouvernement pour y faire face, le chef de l'État s'est engagé pour des solutions plus durables. Le gouvernement travaille à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire, ainsi qu'au renforcement de la surveillance des prix sur les marchés. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État
que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Les infrastructures, l'énergie, la diplomatie, l'économie et bien d'autres sujets ont été passés en revue. Le Congrès a été le cadre pour le président de la République de porter son choix sur Meïlie Tiemoko Koné pour occuper le poste de vice-président, restant vacant depuis 2 ans. Il a aussi révélé qu'il avait reconduit le Premier ministre Patrick Hachi, des annonces très attendues par les Ivoiriens. Retour donc sur le plateau de NCI 360 pour aborder le deuxième thème de ce soir, notamment décrypter le discours du président de la République sur l'état de la nation. Et pour ce deuxième sujet, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Maître Meïté, Ben Meïté. Bonsoir Maître. Bonsoir. Vous êtes le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, du Parlement ivoirien. D'accord. Docteur Eddy Guipier, bonsoir. Bonsoir Evelyne. Est-ce qu'on doit vous présenter encore sur le plateau d'NCI 360 Oui, vous la mise. D'accord. Vous êtes juriste, enseignant. Juriste et politiste en particulier. Juriste et politiste. Oui. Merci d'être avec nous. Merci. Et Arthur Bonga. Non, pas besoin. Pas besoin. Docteur Paul Agoubli, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes enseignant à l'université Alassane Ouattara. Félix Houphouët-Boigny. D'accord, merci. Donc, comme on l'a vu, le président de la République s'est exprimé. Il a fait l'état de la nation. On s'attendait, sinon les Ivoiriens, tout le monde s'attendait à la nomination d'un vice-président, ce qui a été le cas. Ma première question sera votre avis sur le choix de ce vice-président. Maître Ben Meïté. C'est du bonheur. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des prérogatives qui sont reconnues au président de la République, effectivement, et c'est constitutionnel. Je pense que le président de la République a une claire vision. C'est lui qui a été élu pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Donc, à partir du moment où il lui appartient de choisir un vice-président, il a porté son choix sur ce brillant technocrate ivoirien qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de bonne guerre que le président de la République lui fasse confiance pour effectivement partager sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Docteur Eddy Guipier. Oui, bon, il faut quand même parler un peu du cadre dans lequel cela s'est fait, puisqu'il y a eu finalement du 2 en 1, puisqu'il y a eu le message sur l'état de la nation, suivi de la proposition de nomination, n'est-ce pas, du vice-président qui a finalement été avalisé par le Parlement réuni en congrès. Alors, l'actuel vice-président est quelqu'un qui est peu connu du sérail des politiques ivoiriens. Bon, il est connu quand même, mais peu connu puisqu'il n'a pas vraiment fait ses classes en Côte d'Ivoire, même s'il a été directeur de cabinet, ministre éphémère et conseiller à la présidence. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit dans un premier temps, c'est de me dire qu'il a un parcours qui est quand même sensiblement similaire à celui de l'ancien vice-président, le vice-président sortant Daniel Kablan-Duncan, ancien de la BCAO, donc banquier, comme on aime dire en Côte d'Ivoire. Et puis des profils plus ou moins similaires, comme je le disais, très peu connus. On parlait du choix de l'alternance en matière de génération, ce n'est vraisemblablement pas le cas. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le vice-président n'a pas de pouvoir propre. Alors, les Ivoiriens avaient vraiment attendu ce vice-président depuis la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Finalement, il y a eu une sorte d'anamnèse, c'est-à-dire d'oubli collectif, parce qu'on s'est dit, bon, finalement, s'il n'a pas été nommé, bon... je ne dirais pas qu'importe, mais bon, voilà. Et finalement, l'oiseau rare, semble-t-il, a été trouvé. Okay. C'est quelqu'un qui est à équidistance, enfin, je ne dirais pas à équidistance des chapelles politiques, mais qui est jugé comme étant quelqu'un de consensuel et pondéré. On le verra à l'œuvre. Arthur Bonga. Ah oui, d'abord, il fallait combler un vide constitutionnel. Hein. Quoi qu'on en dise, il y avait quand même un vide constitutionnel avec l'absence du vice-président pendant 2 ans. Il faut revenir un peu sur la réforme aussi constitutionnelle qui est passée au Parlement. Il y a quand même, dans la première version, on élisait le vice-président en même temps que le président de la République. Parce que pour moi, la notion de vice-présidence, elle a été intégrée dans notre Constitution pour régler la question de la succession. Parce que dans ce qui nous a amené à la crise, on parle de la succession en 1993. Donc, ça l'a dit, désormais, les Ivoiriens savent clairement qui succède au président en cas de vacance de pouvoir, et ça garantit une sorte de séparation du pouvoir parce qu'il n'est plus issu du pouvoir législatif. Seulement, dans l'ancienne formule, le vice-président aussi avait la même légitimité populaire que le président de la République. Donc, en cas de crise politique, par exemple, le président de la République, au nom de quoi, pouvait se séparer du vice-président. Votre avis rapidement sur le profil
Sur le profil, non, je pense qu'on a déjà tout dit sur le profil. Donc c'est pour ça que je veux trouver un aspect qui pourra permettre aux téléspectateurs de comprendre ce truc. Sur le profil, effectivement, ils l'ont dit, hein, c'est un technocrate qui... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Je pense finalement qu'Alassane Ouattara, il aime choisir pour ce poste de vice-président et parfois même pour le poste de Premier ministre, des gens qui lui ressemblent. J'ai l'impression que quand il se regarde dans le miroir, il veut revoir des gens comme lui, comme Kablan Duncan, comme Amadou Koulibaly, comme Patrick Hachi, comme Tsemoko Kone aujourd'hui, donc des gens technocrates, économistes, rompus au dossier, etc. Merci Arthur, on va poursuivre, on va faire juste une petite pause et on revient après. Du discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est le thème que nous abordons. Et comme nous avons deux juristes, rapidement, moi j'aimerais savoir si la procédure de nomination du vice-président a été respectée. Maître Ben Meïti. Effectivement, la procédure a été bel et bien respectée. Ce qui est exigé du président de la République, c'est de s'adresser effectivement au Congrès, ce qu'il a fait. Et deuxièmement, en accord avec le Parlement. Ça a été fait puisque le Parlement s'est effectivement réuni. Le président... Est-ce que le Parlement a donné son accord de façon... Absolument. Le texte ne vous dit pas comment cet accord doit être donné. Okay. Voilà, cet accord a été donné expressement par le Congrès à travers effectivement leur adhésion par acclamation. Voilà. D'accord. Docteur Ediguipier, rapidement. En tant que... Bon, j'ai les doubles casquettes, juriste et politiste, mais justement en tant que juriste... Que dit le juriste ce soir? Bon, le juriste, qu'est-ce qu'il dit? Il est un peu gêné parce que j'aurais aimé que l'accord se manifeste autrement. C'est-à-dire qu'à la suite de la proposition, parce qu'il s'agissait d'une proposition, le chef d'État lui-même l'a dit, il dit attention, il n'est pas encore vice-président parce qu'il doit prêter serment. Il aurait dû ajouter, il me faut l'accord du Parlement. Bon, lorsqu'on nous présente les applaudissements comme étant un accord, nous autres, on aurait aimé un accord beaucoup plus formel par le biais d'un vote, d'une réunion, n'est-ce pas, du Parlement encore en congrès et d'un vote, d'une résolution pour manifester cet accord-là. André Sylvain Conon. Oui, moi je suis parfaitement d'accord qu'il fallait acter l'accord. C'est vrai que le président lui-même a décrété que le Parlement lui avait donné l'accord après son discours, mais il y a eu quelque chose quand même de bizarre, on va dire, ce jour-là. Il y a eu la nomination du Premier ministre au cours de ce discours. Nomination? Oui, il y a eu la nomination du Premier ministre. Reconduction. Oui, non, bon, on va dire ça comme ça. Je veux dire, revisionnez les vidéos. Vous verrez que le président, au cours de son discours, il dit je vous ai donné instruction, monsieur le Premier ministre, il improvise. Par la suite, on a vu aussi que... Est-ce que vous avez relu le discours? Quand on relit le discours, il cite le Premier ministre. Moi, je l'ai relu cet après-midi. Oui, mais il n'était pas... Non, il n'était pas parti pour le nommer la séance tenante. Je veux dire, il a reconduit en pleine séance. On a vu les applaudissements. Même le président du Sénat, qui avait dit ancien Premier ministre sortant, a été, on va dire, recadré par le président qui a dit il faut dire Premier ministre. Vous voyez, donc, j'ai trouvé cela un peu, on va dire, bizarre, comme s'il y avait une volonté de donner quelque chose, la séance tenante, parce que peut-être que la nomination du vice-président présentait peut-être des pesanteurs. J'ai dit ça comme ça. Mais je vais dire... Le vice-président a un bon parcours. C'est une personnalité issue de la BCEAO, comme d'ailleurs le président Alassane Ouattara. Mais personnellement, j'aurais aimé voir le président mettre en œuvre sa propre promesse de laisser le pouvoir à une nouvelle génération, puisque le vice-président a 73 ans, je ne suis pas sûr qu'il fasse partie de la nouvelle génération. C'est votre avis, on le respecte. Docteur Paul Lagoubli. Oui, bon, moi je suis stupéfait, quoi. Je veux dire, assez étonné. Hein. Il semblerait que la Côte d'Ivoire soit un grand pays, avec de grands intellectuels, et avec une classe dirigeante très bien formée, et la Constitution est claire. Elle dit que le président de la République, article 55 nouveau, nomme le vice-président avec l'accord, n'est-ce pas, du Parlement. Et je n'ai pas vu, personne n'a vu, il n'existe nulle part de trace formelle qui montre effectivement que
l'Assemblée nationale et le Parlement ait donné son accord. Congrès, on va dire. Le Parlement le Parlement ait donné son accord. Or, c'est demandé de façon expresse dans la Constitution. On ne peut pas prétexter d'un vide sur la question, d'un silence de la Constitution sur cette question, parce que regardez même l'énoncé. Regardez l'énoncé. Regardez le champ lexical qui annonce cette nomination. Le président de la République fait un propos qui ressemble à une sorte de charade, c'est une devinette. Est-ce que vous avez deviné? Puis il annonce, effectivement, mon choix s'est porté sur. À quel moment intervient la réponse formelle du Parlement? À aucun moment. Donc, on ne peut pas dire de cette séquence, effectivement, que le Parlement ait marqué son accord pour la nomination du vice-président. Alors, dès lors, il va se poser un problème de légitimité clair, parce qu'effectivement, les trois tendances qui existent dans la séquence sont la tendance, on l'a rappelé tout à l'heure, de l'élection en ticket du président et du vice-président, de l'élection spécifique du vice-président et bien sûr, comme au Burundi, de la nomination du vice-président. Sauf que, comme cela se passe, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, en l'occurrence en France, pour certains hauts corps, n'est-ce pas, de l'État, même aux États-Unis, pour l'appointment clause, effectivement, il y a toute une démarche qui fait que la personne nommée bénéficie de l'onction, n'est-ce pas, de l'État pour exercer sa fonction sans la pesanteur, effectivement, de la personne qui nomme. Et ça, on ne l'a pas vu et on ne peut pas dire, au regard de ce processus, que effectivement la chose a été régulièrement faite. Je pense que pour nos enfants, c'est important de le noter pour que, effectivement, même si la chose ne pouvait pas être réglée maintenant, il ne soit pas dit que personne dans cet État, dans ce pays, n'ait relevé qu'une chose aussi grave s'est passée. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Dans la Constitution, sur pratiquement toutes ces lois, elles restent générales. Et après, on prend des décrets, on prend des lois pour les préciser. La Constitution a demandé l'accord du Parlement. Il n'y a pas encore eu de loi pour préciser comment va se matérialiser cet accord. Donc, à partir de ce moment, chacun peut apprécier. Moi, quand j'ai écouté ce discours, j'ai vu le président dire, la devinette, c'est un jeu, c'est parce qu'il avait déjà fini toutes ces cases du monsieur. Il a servi là, il a servi là, il a servi là. Donc, évidemment, tous ceux qui le connaissent se reconnaissent en lui. Mais il a dit, il n'a pas eu d'endosser. Et après l'endosser, moi, dès qu'il a dit le nom du vice-président, j'ai vu tous les parlementaires, je pense que l'honorable est là, se lever, applaudir. Bon, on peut me dire, applaudir, ça peut être truc, mais élection par acclamation, c'est quelque chose qui existe. Voilà. Et donc, il est applaudi. Et le lendemain, le Conseil constitutionnel a quand même constaté et n'a pas... C'est le Conseil constitutionnel qui est le garant de la Constitution. Donc, si le Conseil constitutionnel lui-même n'a pas dit quelque part, on n'a pas vu cet accord, c'est qu'il a dû constater lui-même cet accord. Après, je suis d'accord avec Paul qu'il faut... Excuse-moi. Non, c'est... D'accord. Mais il faut peut-être maintenant réfléchir pour le futur à mieux préciser comment se fera cet accord. L'idée d'un examen, en quelque sorte, devant le Parlement, etc., on peut formaliser, préciser. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a eu quand même accord par acclamation, à mon sens. Très bien. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant du discours, notamment sur les différentes thématiques abordées par le président de la République, notamment la politique. Sur le plan de la politique, qu'est-ce qu'on retient de ce discours? Est-ce qu'on s'attendait à des choses? On s'attendait à l'annonce de certaines choses qu'on n'a pas vu venir, docteur Eddy Guipier? Alors, encore une fois, par déformation professionnelle, je reprécise le cadre à chaque fois. Le discours sur l'état de la nation, ce n'est ni plus ni moins qu'un copier d'un discours que tous les constitutionnalistes, ou bien ceux qui pratiquent le droit, et le droit public en particulier, connaissent concernant les États-Unis d'Amérique, qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union. Voilà. Donc, c'est un discours qui fait l'État, bien entendu. C'est un discours qui est performatif, comme on dit en analyse discours du contenu. C'est un discours qui essaie de faire un bilan de l'année qui s'est déroulée. Et bien entendu, on essaie de remettre au goût du jour tous les possibles ou hypothétiques victoires ou bons points du gouvernement. Donc le chef de l'État a fait le bilan au niveau de la sécurité. Il a estimé... Pour l'instant, on est sur la politique. Qu'est-ce qu'on retient de ce bilan?
Comment, sur le plan politique? Sur le plan politique, on retient quand même que la vie politique est pacifiée. Voilà, que les différents protagonistes se parlent et qu'il continuera à le faire. Voilà. Donc le chef de l'État a marqué son satisfecit de cette manière, en disant que finalement, vous l'avez vu, il y a eu la participation de l'opposition aux législatives. Il y a eu, comment dirais-je, une rencontre entre les présidents Ouattara et Gbagbo. Et il y a eu aussi, il a dit, il a parlé du dialogue national qui a été endossé, validé par l'ensemble des partis politiques significatifs. Donc de ce point de vue-là, la vie politique est pacifiée. Donc ça peut servir de levier pour se projeter sur autre chose. André-Sylvain Conon, parlons justement de ce dialogue politique. Certains s'attendaient à l'annonce de la prise en compte de certaines recommandations du rapport de ce dialogue politique. En tout cas, personnellement, à l'issue de ce dialogue politique, je n'ai pas entendu les participants se plaindre. Je ne saurais être donc plus royaliste qu'eux-mêmes. Et j'ai entendu très peu d'opposants qui n'y ont pas participé décrier. Bien sûr, il y a eu la conférence de Mme Simone Gbagbo qui regrettait un peu certaines conclusions. En général, je pense que les politiques sont satisfaits. J'ai noté que récemment, le financement des partis politiques commençait à être effectif. C'est souvent le nerf de la guerre. Et j'ai noté aussi que le président, vous savez, le projet de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est 5 axes prioritaires. Et pour l'année 2022, c'est 3 priorités. Je pense que ces 3 priorités, le président a encore insisté en donnant instruction au Premier ministre Patrick Tachi, au nouveau gouvernement, de miser fortement sur ces 3 priorités, notamment la lutte contre la corruption. Et vous savez, la Côte d'Ivoire est 105e, je crois, dans l'indice de perception de la corruption, loin derrière un pays comme le Burkina Faso, je crois, 78e. Voilà, donc il y a encore du travail à faire. Mais il y a aussi la transformation structurelle de l'économie, donc l'industrialisation, l'emploi des jeunes qui est encore très problématique. Et ça fait partie des priorités définies par le... Oui, les priorités, les 3 priorités de l'année 2022. Donc sur ces axes-là, on attend le gouvernement. Dr Paul Agoubli. Oui, bon, comme tout le monde, je veux me féliciter effectivement du calme, de la sérénité effectivement qui prévaut dans l'espace politique, dans l'environnement politique ivoirien. Je signale simplement que quelques heures après ce discours et le satisfecit du chef de l'État, que le PPACI a quand même produit un communiqué qui bat en brèche effectivement cette satisfaction générale qui a été notée. Et peut-être m'introduire dans cette brèche-là, précisément, pour faire appel à la nécessité d'aller au fond des choses. Et les grandes questions qui sont pendantes restent encore celles, effectivement, des discussions sur la CEI qui restent pendantes et que peut-être il ne faut pas attendre la veille des élections pour la remettre au goût du jour et que les uns, comme l'a dit André-Sylvain Conon, viennent se rappeler qu'ils n'étaient pas forcément d'accord avec tout ce qu'il s'était fait, y compris aussi la question de la liste électorale, dont la loi dit précisément que chaque année, elle doit être révisée. Et le passif, après l'élection de 2020, c'était quand même que cette liste devait être auditée. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, effectivement, le rapport final du dialogue politique le dit clairement? Quel est l'agenda qui a été pris pour régler toutes ces questions-là? Arthur Banga. Oui, un discours qui d'ailleurs ressemblait beaucoup au discours de fin d'année, du message de fin d'année. Justement, c'est parce que ça commence à être nouveau. Nous, on a plutôt gardé pendant longtemps la tradition française, qui est celle de discours traditionnel, c'est-à-dire le 7 août et soit en interview, en discours, et le 1er janvier ou le fin de l'an. On fait un mélange des deux. On conserve notre tradition française et on ajoute le truc américain sur le discours de l'État de l'Union. Ça fait 3 paroles fortes du président dans l'année. Et souvent, on peut... Moi, j'ai réécouté, il n'y a pas de grande différence entre le discours qu'on a entendu le 1er janvier et celui-là, à part peut-être le satisfecit autour du dialogue politique. Donc, globalement, un pays qui se porte mieux, mais qui est dans un contexte international et sous-régional tendu et qui doit se préparer à aborder, je suis tout à fait d'accord avec lui, aborder maintenant le fond des recommandations du dialogue politique.
on est tombé d'accord sur certaines recommandations, sur certains points techniques à débattre, soit au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Il faut peut-être qu'on y aille parce que l'année prochaine, c'est déjà les élections locales. Maître Ben Baïdé. Alors, je voudrais d'abord intervenir sur des choses qui ont été dites sur le plateau, mais il ne faut pas faire d'amalgame. Je suis heureux que je sois en face de deux juristes, deux éminents juristes, professeurs, donc enseignants. Il faut qu'on dise les choses telles que ça se passe aux étudiants, c'est important. Alors, première chose, c'est de savoir à quel moment le vice-président est désigné. Parce qu'il faut d'abord répondre à cette question. À quel moment le vice-président est désigné? Est-ce au cours du congrès? Est-ce que c'est à la faveur du congrès, du discours du président de la République, que le vice-président a été désigné, si on reste effectivement dans la rigueur du droit? Alors, c'était une proposition qui a été faite au congrès. Et le président a pris le soin de nous informer qu'il a pris l'avis du Conseil constitutionnel qui a estimé que la personne qu'il proposait répondait aux critères qui étaient définis, donc conformes à la Constitution. C'est important. Et donc, c'est suite à cette proposition qu'il y a eu l'acclamation. C'est comme l'a dit mon frère Banga, c'est un mode, effectivement, d'expression d'un accord. Donc, ce n'est que plus tard que le président de la République a pris un décret. Donc, dans la rigueur du droit, c'est la prise du décret qui vaut désignation de l'autorité en question. Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est la prestation de serment. Non, la prise du décret qui donne la volonté. Donc, effectivement, la prestation de serment, consacre l'exercice de la profession. Ce qu'il faut savoir donc, à travers le congrès, le discours du président de la République, le président de la République a proposé son vice-président et donc demandé ce que le congrès en pensait. Le congrès, par acclamation, a estimé que ce choix était judicieux. Ce n'est que plus tard que le président de la République a pris un décret pour désigner effectivement son vice-président. Et même le Premier ministre, c'était une information pour dire « j'entends désigner, reconduire le Premier ministre Patrick Hachi ». Et donc, ce n'est que plus tard qu'un décret est intervenu pour désigner ces autorités. Donc, on ne peut pas dire que le président de la République n'a pas respecté la Constitution. Je tenais à vous informer que pour le Congrès, c'est une nouveauté. Nous sommes effectivement en train de le président de la République est en train de mettre en place des institutions pour qu'on ait effectivement un pays assis qui repose sur des valeurs institutionnelles. Alors, donc, ce n'est que plus tard que avec l'intervention de ce décret, que ces autorités ont été désignées. Ça, il faut le savoir pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Alors, sur le discours du président de la République, je suis heureux qu'on ait en partage la même vision sur la question, parce qu'effectivement, c'est un grand discours. C'est un discours d'un grand chef d'État, d'un homme d'État, et qui n'a pas triché avec la réalité. On est tous d'accord que tout ce qui a été dit par le président de la République est conforme à la réalité actuelle. Y compris dans les défis. Y compris dans les défis. Alors, j'ai entendu dire sur le plateau également qu'il y a des choses qui restent à faire, mais je tenais quand même à informer, sinon à rappeler, que ce discours n'avait pas vocation à prédire l'avenir. Le discours, c'était un bilan à mi-parcours de ce qui avait été déjà fait, et puis à se projeter éventuellement. Donc, sur les questions, pour moi, c'est des questions sur la CEI. Effectivement, au cours du dialogue politique, c'est des questions qui ont été abordées. Et les différentes parties se sont mises d'accord sur des choses effectivement à prévoir. Et alors, on attend la suite. Donc, grosso modo, pour conclure, je voulais quand même dire qu'il faut, à un moment donné, s'asseoir et reconnaître ce qui est bon. Le président de la République, il a dit, et je pense que pour reprendre effectivement Barack Obama, il a dit qu'il estime que les institutions sont le socle d'une nation. Aujourd'hui, il est en train de consolider la République de Côte d'Ivoire à travers des institutions fortes. Je pense que ça se félicite. OK, d'accord. Docteur Eddy Guibier qui veut réagir. Alors, il a ouvert une brèche, j'ai envie d'y rentrer, mais je vais la refermer. J'ai envie de poser la question à l'honorable qu'il est, mais que dit le règlement du Congrès, par exemple, sur cette question d'un accord? Plus sérieusement, aux États-Unis... C'est une question, laisse-moi vous répondre. Non, si règlement il y a. C'est une question. Plus prosaïquement, la question de l'accord, encore une fois, c'est un regret qu'on manifeste en tant que puriste du droit, etc. Moi, j'aimerais compléter en lui demandant, est-ce que vous n'êtes pas favorable qu'il y ait une formalisation de l'accord? Ça peut arriver. Justement, je vous le disais tout à l'heure. Vous savez, il y a des polémiques qui n'ont pas bien d'être. Je vous dis, aujourd'hui, nous avons un règlement de l'Assemblée nationale. Nous avons un règlement du Sénat. Je l'ai dit. Le Congrès est une nouvelle entité. Qui n'a pas de règlement. Qui n'est pas encore réglementé.
Voilà, qui n'est pas encore réglementé. Et aujourd'hui, nous sommes en train effectivement de doter cette institution de tous les leviers. Donc, pour dire net, vous êtes puriste du droit, mais moi, je suis également praticien du droit. Les textes disent simplement que le président de la République désigne son vice-président, nomme son vice-président, en accord avec le Parlement. Très bien, on a bien compris. On va permettre à Dr Eddy Guipé de terminer. Donc, il n'est pas dit au texte ce que le texte il n'est pas survenu, parce que, par exemple, on aurait demandé expressément. Si vous regardez la vidéo, vous voyez bien que les deux officiants se mettent debout et font un geste de la main au reste de la salle pour se tenir debout. Il n'y a pas de déclaration qui disent effectivement, nous avons entendu une proposition, la manifestation de notre accord va se faire par acclamation. Voilà. Est-ce que l'acclamation n'est pas un accord? Non, mais ça n'est pas une. On a entendu un discours, on applaudit. Et puis donc ça ne veut pas dire que non. Ça veut dire ça. On va se comprendre. On peut être d'accord avec vous. Moi, je peux être d'accord avec vous si vous me dites que pour éviter la prochaine fois qu'on construise la forme de l'accord. Mais dire qu'il n'y a pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a clairement un accord. Les gens, ils se lèvent, ils applaudissent. Mais dans un discours, on applaudit. Mais quand tu applaudis quand par on applaudit dans un discours, oui. Mais c'est que tu es d'accord avec ce qu'on dit dans ce discours. Non, mais il faut que ça se manifeste. Attends, bon, déjà, quand il dit qu'il n'y a pas de règlement du Congrès, on va se comprendre. C'est quelque chose qui est un peu grave. Quand tu me dis quelque chose dans ton discours, que je me lève, j'applaudis, c'est pas un accord? Non, c'est pas un accord. Moi, je parle à Guipé, je parle pas. Evelyne peut dire que s'il vous plaît, messieurs, on va parler. C'est la journaliste qui pose des questions. On va s'écouter, sinon on ne va rien comprendre. Puisqu'on parle, je demande clairement pour toi, Guipé, est-ce que je peux répondre? J'aurais besoin, quand j'aurais besoin que tu répondes, je te dirai. Pour l'instant, je dis Guipé. Est-ce que pour toi, un discours, quand on se lève, on applaudit après le nom de quelqu'un, c'est un accord? On a bien noté la question. Moi, je suis en amont. Je suis en amont. Quand j'entends qu'il n'y a pas de règlement du Congrès, laissez-le répondre. Moi, je peux répondre. Oui ou non, c'est un accord. Mathieu Banga, laissez-le répondre. Evelyne peut dire quelque chose et puis je peux dire bravo Evelyne, tout en n'étant pas d'accord. Tu es fort, hein? Comment tu fais ça? Si, ça se fait. Mais c'est de l'ironie. Bravo, c'est de l'ironie. Voilà, donc vous ne pouvez pas... Même l'ironie pour la Quand le chef de l'État fait son discours, on analyse les discours. Vous laissez les autres. Le 6 mars 2020, lorsqu'il décide de partir, on ne va rien comprendre si on parle. Il y a eu une sorte de bronca quand il a dit « j'ai décidé de quitter le pouvoir ». Les gens, d'abord, il y a eu des murmures, ensuite il y a eu des applaudissements. Il n'y a pas eu de murmures, il n'y a que des applaudissements. Ok, d'accord, merci. Non, les gens, au moment où il y a des murmures, les gens d'abord murmuraient. Merci à... Je suis d'accord avec vous. Pourquoi il faut une formalisation de ça? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'accord. Merci également à Dr Eddy Guipé. On va évoluer dans le sujet, notamment sur cette adresse du président. C'était la deuxième adresse du genre, et vous l'avez rappelé, et tout le monde le rappelle. La première fois, le président avait annoncé qui n'avait pas l'intention de briguer un autre mandat. Est-ce que dans ce scénario de 2022, est-ce qu'on s'attendait à une adresse similaire, c'est-à-dire un scénario bis de 2020? Je commence par André Sylvain. Moi, je pense que le président a voulu garder toutes les cartes. Je pense que quand j'ai réécouté ce discours, relu le discours, j'ai l'impression que rien n'est exclu pour lui, y compris le départ pour laisser à une nouvelle génération, je ne sais pas lequel, parmi ces 6 présidentielles possibles, puisqu'il en a déjà parlé, sans les nommer, soit lui-même irait. Je pense qu'il n'exclut pas cela aujourd'hui. Il a déjà dit que la Constitution le lui permettait. Je pense qu'on verra un peu comment tout cela se décide. Mais j'ai bien eu l'impression que le président, à travers cette forme de nomination, ce discours-là, voulait très clairement dire à son propre camp, c'est moi le chef et c'est moi qui décide. Docteur Paul Agoubi, rapidement. Oui. Non, mais parce que le propos, effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'analyse rhétorique de tout cela. Le discours a tourné autour de l'éthos. C'est-à-dire qu'effectivement, là où il s'agissait de parler de l'état de la nation, il s'est trouvé que les deux réalités du sujet donc énonciateur, en l'occurrence le président de la République et l'état de la nation, se sont
quasiment confondus. Voilà. Et toutes les conséquences que nous tirons, effectivement, jusqu'ici, relèvent effectivement cette coïncidence pas très heureuse entre la personne, effectivement, du chef de l'État et l'État de la nation. Et à partir de ce moment-là, effectivement, cette science-fiction, cette politique-fiction que nous faisons sur les possibilités pour 2025 sont sur la table parce que, précisément, c'est le moment du chef de l'État plutôt que le moment de l'État, de la nation. Je suis quand même étonné qu'on nous pose des institutions à l'État de la nation. Parler des institutions, c'est parler de l'État de la nation. Du point de vue institutionnel, on avait un vide institutionnel. On parle bel et bien de l'État de la nation. Et donc le discours de l'État de la nation, c'est un discours pendant lequel on peut compléter des vides institutionnels. Ça fait partie de l'État de la nation. Donc il n'y a pas d'antinomie. On est carrément dans l'esprit et dans la lettre du discours de l'État de la nation. Sauf que l'article 114 dit quelque chose de très précis. Lorsque le président, le chef de l'État fait le discours sur l'État de la nation, on en reste au discours sur l'État de la nation. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu d'une nomination. Ce n'est pas le lieu d'une nomination. L'article 114 ne parle même pas de discours, il parle de message. Voilà. Et il est mentionné justement dans la séparation du pouvoir. Le chef de l'État, le président de la République, peut transmettre un message qui est lu. Voilà. Et il est précisé, il ne donne pas lieu à un débat. Mais en l'espèce, et c'est marqué dans la Constitution, l'article 114, il est disposé ainsi que ce message peut être lu par le vice-président. Je ne comprends pas encore en quoi parler du vice-président, c'est s'opposer à l'État de la nation. On ne peut juste que l'annoncer. Mais ce n'est pas le lieu de discours. Non, le message. Donc ça veut dire que la nomination, on va laisser Athiou terminer. Je répète ce que je dis depuis quelques minutes. Je ne vois pas comment nommer le vice-président ou bien parler du vice-président, c'est s'opposer à l'État de la nation. On est en train de dire que nous avons une nation dans laquelle il y a, quand on fait l'État, donc le point de notre nation, il y a un vide constitutionnel. Aujourd'hui, à l'occasion de ce discours justement sur l'État de la nation, je complète ce vide constitutionnel en nommant un vice-président. Je ne vois pas en quoi ça s'oppose au principe de l'article 114. Au contraire, on est bel et bien dans cet esprit parce qu'on est bel et bien dans l'État de la nation du point de vue des institutions. Parce que parler de l'État de la nation, ce n'est pas seulement parler des questions politiques, c'est aussi parler des institutions de la nation. Okay. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison que si on s'est passé d'un vice-président pendant 2 ans, on peut prendre le temps de faire les choses selon ce que la Constitution dit pour qu'elles soient conformes. Et en l'état actuel de la chose, le texte est particulièrement obvi, il est clair. Il dit que lorsque le message survient, il ne donne pas lieu à un débat. Est-ce qu'il y a un débat? Mais justement, vous dites que ça a été le lieu d'une nomination. Or, ça ne peut pas être le lieu d'une nomination puisque article 55, les députés doivent marquer leur accord préalable. Donc, ça ne peut... Non, mais c'est pas possible. Merci, monsieur. Maître Ben Beïté. Alors, je pense qu'on fait un amalgame sérieux. Alors, le texte est très clair. Le président de la République nomme le vice-président en accord avec le Parlement. Parce qu'il ne faut pas faire dire au texte ce que le texte n'a pas dit. Autrement, vous savez, les députés comme les sénateurs, donc les parlementaires sont des responsables. Ils ne peuvent pas être contraints à applaudir ou s'élever pour applaudir, parce qu'effectivement, l'un quelconque d'entre eux s'est levé. Mais, vous savez, au Parlement, il y a des groupes parlementaires. Il y a EDS, il y a le PDCI, il y a l'UDPCI. Donc c'est l'opposition parlementaire. Idem au Sénat. Du 19 jusqu'à ce jour, avez-vous entendu un quelconque groupe parlementaire ou un quelconque député prendre la parole pour s'opposer au choix qui a été fait du vice-président? Ça veut dire effectivement que l'applaudissement, l'acclamation justement, qui s'est tenue le 19, c'était de gaieté de cœur. D'accord. On a en pleine littérature orale. J'arrive. Donc il faut noter que tous les parlementaires ivoiriens se sont accordés avec la proposition du président de la République de désigner son vice-président. Okay. Et justement, c'est pour cela qu'après donc la cérémonie du 19, le président de la République, puisqu'il n'y a pas eu de voix discordante, a pris son stylo
pour signer effectivement le décret qui a désigné son vice-président. Merci, on a bien noté. Je note également que vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Ce n'est pas bien grave. On va évoluer dans le débat et notre deuxième sujet justement porte sur le gouvernement Patrick Hachi II, ce gouvernement qui est connu, qui a été annoncé comme un gouvernement resserré, qui compte 32 membres. Vos avis notamment sur la composition de ce gouvernement. André Sylvain Conon qui n'a pas parlé depuis un bon moment. Il n'a pas été ministre. Non, c'est la propension d'Arthur à vouloir expliquer les choses juridiques. Oui, il s'est perdu lui-même dans ses propres démonstrations. Bref. Je me suis pas perdu. Hein, je me retrouve très bien. Non, ce que je comprends, c'est que le président, lors de la du premier remaniement, on va dire, on a vu que certains ministres d'un certain âge, Gaoussou Touré et tout cela, ont été sortis. Okay. Là, on a vu que les secrétaires d'État et certains autres ministres, au moins 11, sont partis. Je pense que le président et son Premier ministre ont voulu rendre ce gouvernement un peu plus technocrate, mais en même temps un peu plus politique. Okay. Voilà, parce que vous avez les cadres, Kobina Kwasi Adjoumani dans les Zanzan, Anouloto à l'ouest et tout cela. Et donc, c'est un gouvernement resserré par rapport au précédent, quoique il est encore pléthorique. Je pense qu'on espère que sur les 3 axes prioritaires, sinon sur les 3 priorités définies par le président de la République, en l'occurrence l'emploi des jeunes et des femmes, on espère vraiment, puisque le gouvernement a dit que d'ici 2025, il y aura au moins 6 millions d'emplois. Je rappelle que selon les critères définis par le gouvernement lui-même, en Côte d'Ivoire, il y a au moins environ 25% de chômeurs, de personnes en situation de sous-emploi et d'emploi précaire. Donc, à peu près 6 millions, justement. Donc, on espère que le gouvernement va vraiment miser sur les 3 priorités définies par le président de la République lui-même. Docteur Paul Agobli. Oui, je commence là où il a terminé, pour dire effectivement les priorités, mais les priorités de qui du gouvernement. Peut-être qu'on va commenter effectivement la fin de l'élection présidentielle en France. Vous savez que les sondages ont montré les différents sujets qui intéressent les Français. Moi, on reviendra sur le sujet. Effectivement, je serais intéressé que de plus en plus on prenne le pouls, non pas des populations, parce qu'on entend souvent le personnel politique remanier ce terme qui garde le citoyen dans une posture effectivement attentiste et passive, et qu'on sache de l'autre bout de la table quelles sont les attentes effectivement précisément du citoyen pour voir comment le gouvernement y répond. Et la grande question, là précisément pour le coup, telle qu'on la voit, c'est la question de la cherté de la vie, c'est la question potentiellement de la sécurité. Ce sont ces différentes questions qui font, en somme, que peut-être ce qu'on pourrait demander au gouvernement, c'est de ne pas tenir, n'est-ce pas, la question du développement, simplement, la question des succès économiques. Si on avait regardé le discours du chef de l'État autrement que par les questions politiques, on l'aurait très bien vu, que ce qu'on pourrait considérer, je le dis d'un point de vue littéraire, du point de vue d'une métaphore obsédante, c'est-à-dire la trop grande propension à considérer que quand l'économie va, tout va, qu'on pourrait regarder aussi quelles sont les attentes des citoyens pour y répondre. Donc ce qu'on peut souhaiter, ce que, de mon point de vue, le postulat que je prends, ce qu'on peut souhaiter en 10 secondes précisément, c'est qu'il y ait une double rencontre des citoyens et du gouvernement, et que le gouvernement prenne réellement le pouls, effectivement, de ce que le citoyen veut pour se donner les meilleures chances d'y répondre. Est-ce que pour vous, ce gouvernement répond aux attentes du citoyen ? Mais déjà, il faut lui opposer sa même parole avec laquelle apparemment le citoyen était d'accord, c'est-à-dire de le réduire à minima déjà. Or, on voit là que la promesse n'a pas été, comme ça a été précédemment dit, suffisamment respectée. Mais je veux dire, donnons le crédit, donnons quelques crédits au gouvernement ou au chef de l'État sur la manifestation d'une bonne volonté quelque part et attendons-le sur les résultats que le gouvernement peut produire. Très bien. Moi, je pense qu'il faut être sérieux. Ça fait longtemps qu'on a eu un gouvernement à 32 ministres dans ce pays. Quand même, il faut reconnaître ça. Hein. Venir dire qu'on n'a pas eu... La dernière fois qu'on a eu un gouvernement à 32 pays, à 32 ministres, ça remonte quand même. Donc, il faut reconnaître
on peut critiquer... Il faut opposer le chef de l'État, il faut lui opposer sa propre parole. C'était quoi sa parole? Oui, mais d'avoir un gouvernement resserré. Et 32 ministres, c'est pas resserré. Oui, mais 32 ministres, il faut ajouter les ministres gouverneurs. Et il faut aller au-delà de ce qui est du resserrement. Merci, docteur Paul Agobi, de laisser Arthur Il m'interroge. C'est resserré ou pas? Non, je ne pense pas, parce que... J'espère un jour que tu viendras au pouvoir, on verra combien de ministres. D'accord, j'ai encore le temps. Moi, je pense honnêtement que 32 ministres sont sérieux, c'est bon. Ça fait longtemps que notre pays a eu 32 ministres, voilà, en tant que membre du gouvernement. Donc, de ce point de vue, le chef de l'État et le Premier ministre ont réussi la mission qui se sont confiée, de réduire le gouvernement. Je vais dire qu'un gouvernement, il répond à des problématiques. Elles peuvent être politiques, elles peuvent être sociales. Quand on s'approche des législatives, par exemple, ou des élections présidentielles, le gouvernement peut répondre à la fois à des questions techniques. Par exemple, prenons le cas du ministère de l'Intérieur, on peut estimer qu'à l'approche des élections, on veut qu'il y ait une concentration sur l'organisation ici d'administration du territoire, une concentration sur la sécurité. On peut en même temps vouloir mettre des cadres pour qu'ils fassent campagne. Là, on est dans une situation où il n'y a pas d'urgence politique. En quoi ça intéresse le pays? En quoi ça intéresse les questions? Il n'y a pas d'urgence. Ça va pas être un débat entre vous deux. Je termine. Il n'y a pas d'urgence politique. Donc, la préoccupation politique du gouvernement, parce que le gouverneur sait aussi gérer des questions politiques, n'est pas. Il s'est reconcentré donc sur l'objectif technique de recherche, avoir un gouvernement réduit. Je pense que pour l'instant, il est réduit. Deuxième chose qui est assez intéressante, il a fixé les caps, et c'est en ça que j'ai aimé le discours de l'État de la Nation, les caps, les défis pour le gouvernement, employabilité des jeunes, je crois, politique sociale et industrialisation. Donc, Patrick Haché et son gouvernement ont les 3 missions qui sont devant eux. C'est à eux de réussir à atteindre ces 3 missions, parce que pour l'instant, dans notre Constitution, le gouvernement est d'abord comptable du chef de l'État. Et donc, s'ils réussissent ces 3 missions, ils vont satisfaire leur boss, le président de la République, et derrière le peuple qui pourra leur rendre d'une manière ou d'une autre. Merci à Tubonga, maître Ben Beïté, qui est impatient de réagir. Vous allez en même temps répondre à cette question. Beaucoup s'attendaient à un gouvernement plus jeune. Alors, vous savez, d'abord, il faut contextualiser les choses. Le président de la République, Alassane Ouattara, ne dirige pas, il gouverne. Ce qui veut dire qu'il anticipe, il écoute, il apprécie, il analyse. Il met en place un gouvernement en fonction de ses objectifs et ses attentes. 32 ministres aujourd'hui, comme l'a dit effectivement Banga, il y a longtemps on n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire. Il a dit on essaie de faire un amalgame encore une fois. On essaie de prendre les ministres-gouverneurs comme étant effectivement les ministres. Non, il faut quand même faire la part des choses. Le président a suffisamment expliqué, je pense que cela a été suffisamment expliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport effectivement à l'âge des ministres, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe jeune. L'équipe est jeune, il ne faut pas regarder le vice-président. Il ne faut pas regarder, comment on appelle, le Premier ministre. Il faut regarder tous les ministres. Et l'administration ivoirienne, les postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Quand on essaie de faire une analyse, on se rend compte effectivement c'est notre génération pratiquement qui est dans tous les leviers du pouvoir. Le président de la République l'a dit, mais quand tu vas à la justice, quand tu vas aux impôts, quand tu vas au trésor, quand tu vas dans l'administration, on se rend compte effectivement qu'il y a une véritable promotion de la jeunesse. Il faut plutôt encourager. Il faut encourager le gouvernement. Il faut reconnaître ce qui est bon. Il ne faut pas plutôt critiquer parce qu'il faut critiquer. Le président de la République a fait le choix de réduire le gouvernement. C'était le choix. Parce qu'aucun texte ne limite le nombre de ministres en Côte d'Ivoire. Il aurait pu désigner 60 personnes, il a été élu, et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'attendent sur ses résultats, par rapport au programme qu'il a partagé avec ses concitoyens. De mon point de vue, aujourd'hui, le gouvernement est au travail, le chef de l'État donne chaque fois des gages de sérieux dans tout ce qu'il fait, et qui tranche avec ce à quoi on a assisté depuis lors en Côte d'Ivoire. Docteur Eddy Guipier, on vous voyait sourire tout à l'heure. Oui, bon, parce qu'il ne veut pas qu'on critique. On critique pour améliorer, bien entendu. Oui, il faut remarquer que la vie politique était assez atone. Il n'y avait pas vraiment de mouvement. Les élections les plus proches sont en 2023. Donc le chef de l'État a décidé, à la surprise de tous, on a tous été surpris, d'entendre la démission du Premier ministre. Il a décidé de donner le la en chef d'orchestre. Le gouvernement, à mon avis, est resserré. 32 ministres au lieu de 41 pour le gouvernement précédent. Oui, c'est un gouvernement resserré. Mais le satisfecit s'arrête un peu là. Je pense que le chef d'orchestre, qui est le chef de l'État, il y a eu, si vous voulez, un jeu de chaises, bruit de chaises musicales. Voilà. Tout a bougé pour que rien ne change.
il y a eu, c'est vrai, 9 sortants, mais les entrants... 11 sortants, merci. Mais concernant les entrants, il y en a 3, dont 2 faux, vrais, nouveaux. Par exemple, Mme Kaba Nialé, qui revient, ou bien le ministre Sangafoa qui revient. Après aussi, moi, je ne suis pas forcément... Elle n'est jamais partie. Elle n'était pas partie? Non. Elle était au gouvernement? Oui. Ah oui, ok. Donc, concernant la nouvelle, c'est Mme Remarque à la culture. Alors, moi, je ne suis pas forcément sensible à cette promotion excessive. Il faut mettre la jeunesse, etc., etc. Pour moi, une fonction ministérielle sanctionne une carrière professionnelle, avocat, ingénieur, etc., où on en passe. Donc, en l'espèce, il y a eu des sorties, il y a eu peu d'entrants. On peut, comment dirais-je, se dire que c'est un gouvernement resserré, mais on a des longévités étonnantes. On a des ministres qui sont là depuis une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années pour d'aucuns. Voilà, 22 ans, 20 ans, etc., etc. Pour amorcer un cap, pour donner une nouvelle dynamique, c'est un peu difficile, on va dire, de faire du neuf avec un peu de vieux. Ceci étant, c'est dans les compétences du président de la République, c'est de son pouvoir discrétionnaire. Il nomme qui bon lui semble pour essayer d'impulser le gouvernement pour répondre aux défis qu'il avait prévus. Chubanga, en 5 secondes là, rapidement, pour revenir dans la remarque, et c'est assez rare aujourd'hui que Guy et moi soient d'accord, mais il a parlé de dégagement politique. Il n'y a pas d'enjeu politique. Ça permet au président de la République de faire un gouvernement plus technique. C'est normal. Quand on aura des enjeux politiques, il pourra revenir à politiser un tout petit peu son gouvernement en repositionnant des gens qui ont besoin d'être plus forts dans leur région, etc. Ça se fait partout. En France, aux États-Unis, quand on fait le gouvernement, il y a toujours ce contexte politique qui Ok, très pèse. bien. Merci. On a bien noté. On n'aura pas le temps d'aborder le dernier sujet, mais on va l'aborder dans la rubrique Les cartons de la semaine. Vous allez donner votre carton et puis également un petit commentaire. Ce sera juste après ceci. C'est un... Trop juste. Voilà, les cartons de la semaine. En France, Emmanuel Macron a été réélu avec 58,2% Il faut donner la parole à Arthur. Il va faire ça. Il va faire des choses rapidement. Exprimé, voilà, le carton. Quel est le carton que vous donnez à cette réélection d'Emmanuel Macron en France? Évidemment, c'est un carton vert. C'est un carton vert parce qu'il était opposé à l'extrême droite. C'est jamais bien que l'extrême droite arrive au pouvoir. Voilà. Carton vert parce que Emmanuel Macron a entamé depuis son arrivée au pouvoir, dans la forme et dans le fond, les modifications de la politique française en Afrique. Dans la forme, regardez son premier voyage à Ouaga, un débat avec des jeunes étudiants, ce que même des présidents africains ne font pas. Et à Montpellier, un nouveau style. Mais dans le fond, des choses très intéressantes. Plus de Français dans l'administration du CFA. D'ailleurs, le vice-président est celui qui a travaillé sur le dossier. Rapatriement des réserves du franc CFA qui étaient dans les banques françaises en Afrique désormais. Sur le plan militaire, on voit fin de Barkhane. Pour la présence militaire française au Niger, par exemple, on a eu un vote hier, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de nos relations avec la France. Rapatriement des biens qui ont été pillés. La France est le premier pays qui le fait officiellement sous Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même des complications, des bilans mitigés, par exemple au Tchad, sur la situation du Tchad, sur quelques troisième mandats où il n'a pas su être très ferme. Mais globalement, on est dans une politique qui s'améliore et j'espère, en tout cas pour l'engagement qu'il a pris face à nous, de continuer. Et je pense que c'est une belle occasion de continuer cette transformation afro-française qui est nécessaire, vu les colères, vu les incompréhensions, mais vu aussi la nécessité d'une relation afro-française et même mieux euro-africaine plus forte. Merci à Chubanga. On n'est pas surpris en tout cas par ce carton vert. Personne sur ce plateau. Mais mon deuxième carton vert, c'est pour Yacine Idriss Diallo, qui a été élu brillamment à l'issue d'un processus transparent et qui a été blanchi par 2 commissions d'enquête faites par le CONOR, la FIFA et un cabinet privé. Donc, il faut respecter son élection. Le choix des présidents du club, qui est un choix responsable, face à un projet responsable défini par Yid. Donc, carton vert à Yid. Et après la victoire dans les urnes, on donne rendez-vous le 1er mai aux nouveaux supporters de l'Issa Sandra. Merci à On va les gagner. La SEC va les battre le 1er mai pour confirmer cette victoire. Merci à Chubanga. On note ce carton. Docteur Paul Agoubli. Oui, bon, je n'étais pas parti pour réagir sur l'élection en France parce que, bon, enfin, c'est une cuisine interne. Mais, bon, carton jaune, non pas à Emmanuel Macron, à sa réélection,
Mais carton jaune, à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la réforme du CFA ne peut jamais appartenir à la France. C'est pas possible. Je n'ai jamais dit qu'elle appartenait. Non, elle ne peut pas appartenir à la France. Elle ne peut pas appartenir à la France. Et si on note que c'est l'un des critères à mettre à l'actif du vice-président ivoirien, je note qu'on a un problème. Alors, deuxième chose, effectivement, carton rouge. Je veux dire, pour ce qu'il s'est passé, la nomination du vice-président, moi, je veux dire, j'attends les actes formels à partir de maintenant qui montrent qu'il y a eu un acte formel qui endosse, n'est-ce pas, cette nomination. OK, merci. André Sylvain Conan. On parle de la France. À la fin de l'émission. Carton rouge. Carton rouge à la force française en Côte d'Ivoire qui, au cours d'une opération à Dimokro, a provoqué donc un incident mortel. Carton rouge. Évidemment, je suis très content que, pour une fois, les élections en France ne passionnent pas les Ivoiriens parce que c'est ça qui est normal. Carton jaune. Carton jaune parce que ça fait bientôt 1 mois que Jésus Baoulé est en prison. On ne sait pas qui a porté plainte contre lui, pourquoi il est en prison, pour quel motif. Carton jaune. Et puis carton vert, ce n'est pas toujours que je le fais, mais au gouvernement. Voyez, mes bureaux se trouvent à Ingré et je suis aujourd'hui très content de passer devant le CHU d'Ingré en allant à Bingéville parce qu'il y a une voie qui a été faite. De plus en plus, le bitume arrive comme ça dans nos quartiers sans qu'on aille demander pardon à un ministre, à un député, à un maire. Cela, c'est normal, c'est le job de l'État. Carton vert. Merci beaucoup à Tubanga. Docteur Eddy Guipier, vos cartons. Carton jaune pour... André Sylvain Conan. Non, carton jaune pour l'élection française, c'est vrai, tout le monde l'avait dit, que le président Macron allait être réélu. À son actif, quand même, on peut dire qu'il a un peu brisé la petite malédiction qu'il y avait sur les derniers présidents de la Ve République qui ne se faisaient pas réélire. Bon, le président Sarkozy qui a été battu et le président Hollande qui s'est désisté. C'est vrai aussi qu'à sa décharge, la France est un pays qui est difficilement réformable et qui a besoin de réformes. Mais en même temps, on montre la progression de l'extrême droite de 34% à 32%, passant par 17% en 2002. Quid des prochaines joutes électorales? Est-ce à dire que finalement le FN viendra au pouvoir? Et enfin, je pense que c'est une victoire à la Pyrrhus. Pourquoi? Parce que ce sont les législatives, comme disait Mélenchon, qui sont le vrai tour, le 3e tour, et peut-être qu'on aura une cohabitation. Toujours est-il que c'est une victoire qui, sans état de grâce, et les législatives vont nous permettre de confirmer si ces élections sont vraiment désirées, ou bien si on aura une coalition qui pourra conduire une cohabitation et qui va s'opposer au président Macron. OK. Merci. Maître Benveïdé, vos cartons beaucoup. De la semaine. Je vais utiliser seulement 2 cartons. OK. Donc, carton rouge pour tous ces analystes politiques qui ne comprennent pas suffisamment le fonctionnement des institutions en Côte d'Ivoire et qui, très souvent, se prononcent sur des sujets, mais pour lesquels, effectivement, ils n'ont pas trop grande maîtrise. C'est le cas du Congrès. Je pense que le président de la République a été suffisamment clair et les députés et les sénateurs se sont conformés à leurs prérogatives. Donc, carton rouge à tous ces analystes est effectivement politique. Carton vert au peuple français pour le triomphe de la démocratie. Carton vert au gouvernement, au nouveau gouvernement ivoirien. Carton vert au Premier ministre et à toute son équipe, justement, et au président de la République pour cet effort d'institutionnalisation de la Côte d'Ivoire, parce que désormais, il se positionne comme le père de l'institutionnalisation démocratique de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, on va à tu qui applaudit. Donc. Non, là, j'ai pas. Moi, j'ai un seul carton vert ce soir. C'est un carton vert pour tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, qui suivent la nouvelle chaîne ivoirienne, qui sont abonnés à nos différents programmes. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. En attendant, on se retrouvera demain à 19h50 pour NCI News. Très bonne soirée, très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir.